l'amour, l'harmonie, la bienveillance, c'est la nature ultime de notre réalité. Pas la nôtre, nous, mais la réalité ultime de la réalité. Je ne sais pas comment formuler ça. Et que la peur, la confusion, la colère, les guerres, tout ça ne sont que des contre-coups, des conséquences de notre confusion, de notre manque de vision, de notre aveuglement en fait dans cette réalité et ces jeux de matière, de causalité. Et, et que l'extraordinaire, c'est à un moment de notre vie notre âme, notre dimension plus profonde qui vient nous taper sur l'épaule pour nous dire hey, t'es pas juste un sac d'os, il y a autre chose. Et les expériences mort imminente, souvent, elles s'inscrivent dans des parcours de vie presque comme des moments d'une expérience intense psychospirituelle qui recadre l'existence. Synchronicité, intuition, voyance de choses qui vont arriver dans le futur, expérience de mort imminente, contact avec l'invisible, expérience d'amour, d'expérience profonde. Toutes ces expériences qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires, Stéphane Alix, que je reçois dans ce numéro de dialogue, propose dans son nouveau livre de les explorer dans une rencontre qu'il a fait lui-même avec 22 psychiatres et psychologues et psychothérapeutes. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Nous allons parler de ton nouveau livre, Un fantôme sur le divan. Et peut-être ce qui serait bien pour commencer, c'est que tu racontes un peu la genèse de ce livre, qui au fond un peu, qui retrace presque 10 ans, 20 ans d'entretien, de dialogue. C'est assez impressionnant. En fait, ce livre, il est vraiment né d'une rencontre qui a changé ma vie, qui s'est passée en septembre 2003. J'avais perdu mon frère dans un accident de voiture 2 ans auparavant, donc ça avait déjà commencé à faire mûrir beaucoup de questionnements, de désir de me pencher sur des questions qui n'étaient pas de mon registre de reporter de guerre d'avant. Mais j'étais encore journaliste complètement normal. Et dans le cadre de la préparation d'un documentaire pour France Télévisions sur l'apparition de la vie dans l'univers, pour lequel je travaillais avec des astrophysiciens sur une vision très scientifique du sujet, je me suis dit, je vais quand même m'intéresser à la question des ovnis. C'est des bêtises, j'en ai jamais entendu parler, ça m'intéresse vaguement, mais bon, au moins par esprit de synthèse, je vais quand même lire 1 ou 2 livres dessus. Et en commençant mes recherches là-dessus, je découvre avec grande surprise que c'est un sujet qui intéresse des scientifiques. Il y a un centre, un département au sein du Centre national d'études spatiales en France qui est consacré au recueil des témoignages de gens qui ont vu des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc je trouve le sujet assez intriguant. Et je suis d'autant plus intrigué que certains témoignages et certaines recherches parlent du comportement intelligent de ces phénomènes. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des phénomènes inexpliqués qui traversent le ciel et qui suivent une trajectoire rectiligne. Il y a des témoignages, il y a des études qui montrent que, par exemple, des pilotes de chasse qui sont allés au contact de ces phénomènes, comme c'est arrivé pendant la vague belge au début des années 90, des pilotes de l'armée de l'air belge sont allés au contact et au moment où ils approchaient des ovnis, l'objet partait. Donc ça m'intrigue beaucoup. Ce qui m'intrigue, c'est pas tellement que je découvre que le sujet est réel ou pourrait être réel. Ce qui m'intrigue, c'est qu'un sujet qui a priori est important soit encore considéré comme complètement farfelu par tout le monde et qu'on en rigole et qu'il faille faire l'effort, comme je l'ai fait, d'enquêter un peu sérieusement pendant quelques semaines pour s'apercevoir qu'il y a de la consistance. Et dans le livre, Alors, oui. j'y viens parce que c'est vraiment la genèse. Dans la description de ces phénomènes, il y a le mot intelligent. C'est-à-dire que le phénomène n'est pas un phénomène aléatoire, c'est un phénomène qui réagit par rapport à l'observateur. Et quelques semaines après le début de cette enquête, j'entends parler d'un phénomène qui s'appelle le phénomène des enlèvements extraterrestres. Donc des gens qui disent avoir été en contact avec des extraterrestres et avoir été enlevés dans des vaisseaux. Et ça, c'est vraiment too much. Mais je suis vraiment dans cette disposition d'esprit à ce moment-là de me dire, t'es assez grand, j'ai 15 ans de journalisme derrière moi, je suis assez grand pour pas m'embarquer dans des croyances et vraiment lire tout ce qui est possible. Et c'est dans le cadre de cette recherche que je découvre le nom de John Mack, qui est un psychiatre américain qui, à l'époque, enseigne à l'université de Harvard, qui a eu un prix Pulitzer, qui est quelqu'un d'assez renommé aux États-Unis, et qui,
au début des années 90, s'est intéressé à ce phénomène des enlèvements extraterrestres. Donc il a rencontré des témoins, il a travaillé avec eux, et je découvre un de ses livres, enfin le seul livre de lui publié en français à l'époque, où il raconte un peu son expertise et son travail sur les phénomènes. Et ce qui est pour moi un moment déclencheur dans ma vie, c'est que face à quelque chose d'inexpliqué comme peut l'être ce type de phénomène, sur lequel on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, il ne se positionne pas comme ça. Il ne positionne pas son travail pour dire je vais vous prouver que. Il se positionne en tant que psychiatre en disant moi, je sais identifier ce que c'est qu'une histoire de fou, je sais poser un diagnostic de psychopathologie, je sais quand on ment, je sais quand on peut lier une expérience à un délire. Et là, face à ces témoignages, on n'est pas du tout dans ce registre-là, on est dans quelque chose d'autre. J'ai eu formidablement envie de le rencontrer. Donc je suis parti aux États-Unis en septembre 2003 pour rencontrer cet homme. Et là, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant plus d'une semaine. Il m'a invité à dormir chez lui, carrément à Cambridge. Et j'ai passé une semaine avec lui, à rencontrer d'autres expérienceurs. Et pour moi, cette rencontre, elle est fondatrice parce que dans notre société qui ne pense avoir que l'outil scientifique, sans trop savoir d'ailleurs ce qu'il recouvre pour aborder ce qui est inexpliqué, on s'imagine qu'on pourrait obtenir des réponses assez rapidement, par oui ou par non, dès lors qu'on s'interroge sur la réalité de quelque chose. Sauf que face à les phénomènes de la conscience, face à tous ces phénomènes qu'on n'explique pas dans notre monde et qu'on classe comme ça sous le tapis en disant c'est du paranormal, c'est du surnaturel, l'espace que propose le psychiatre ou le psychologue ou le psychothérapeute, quand il fait un vrai travail d'écoute, sans a priori, permet non pas de prouver, mais permet d'écouter longuement, de diagnostiquer à la fin qu'effectivement, il n'y a rien de psychopathologique dans le discours de quelqu'un qui dit entendre des voix ou qui dit voir quelque chose, ou au contraire d'identifier effectivement une source psychopathologique. Et quand, justement, après avoir accumulé 10, 20, 30, 100 témoignages, 100 patients avec qui on a travaillé longuement, on a mis en évidence qu'il n'y avait aucune source de psychopathologie qui pouvait expliquer ces phénomènes, on observe en parallèle des constances, des récurrences entre les témoignages, et là on peut voir émerger, non pas une preuve, mais on peut voir émerger la consistance d'un phénomène. Et c'est vraiment ce qu'a fait John Mack, et sa posture, son travail m'a profondément impressionné parce que je me suis dit que lui, et puis plein d'autres que j'ai découverts par la suite, de par cette attitude de respect, de mise en distance face à l'extraordinaire, permettait une forme d'exploration, et d'une certaine manière une forme d'exploration scientifique, pour mettre en évidence voilà, des constances d'un phénomène. Et donc je suis rentré des États-Unis, non pas avec tout d'un coup la conviction ou la certitude que les extraterrestres étaient là ou je ne sais quoi, mais avec la conviction qu'à travers cette voie du psy, on pouvait aller beaucoup plus loin que ne le permettait la science lourde qui, elle, se heurte assez rapidement à un plafond de verre dû à sa méthodologie. Et c'est ce qui m'a inspiré quelques années plus tard à créer l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, pour rassembler tous les petits John Mack de France, c'est-à-dire tous les psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, qui, confrontés une fois, 10 fois, plein de fois dans leur existence à cet extraordinaire, qui peut se présenter sous plein de formes, se sont dit, il y a autre chose que rien en fait là-dedans, il y a autre chose que juste des délires ou de l'imaginaire, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose d'étrange, d'inconnu, qui mérite quand même qu'on y prête un peu plus d'attention. Et donc le livre, en fait, ce livre-là, il rassemble, il y a l'entretien que j'ai fait avec John avant qu'il décède, il y a plein d'autres entretiens que j'ai fait avec plein d'autres psys, certains très experts dans ce phénomène, dans ces phénomènes inexpliqués, d'autres beaucoup plus observateurs à distance, comme Cyrulnik ou Christophe André. Mais ce que j'ai constaté par la suite, et depuis toutes ces années, depuis presque 20 ans maintenant, c'est que cet extraordinaire, il est complètement présent dans notre existence, dans le monde, autour de nous. Personne n'y prête attention, sauf à des moments où ça devient compliqué à gérer, auquel cas on va voir un psy parce qu'on a une difficulté à vivre ou à intégrer par exemple une expérience de mort imminente qu'on a vécue. On va voir un psy parce qu'on a vécu un deuil et on a besoin d'être accompagné dans ce processus. Mais il s'est passé peut-être 2, 3 petites choses vraiment étonnantes et inexpliquées pendant ce processus de deuil. Et ça sort dans le cadre de cette consultation de psy. Le psy ne sait pas quoi en faire, mais voilà, il entend ça. Et en fait, pour moi, les psys, le travail que je fais depuis 20 ans me le montre, toutes les professions de santé mentale sont les premiers observateurs de cet extraordinaire dans notre existence, qui touche peut-être au spirituel, qui touche peut-être à une dimension plus vaste de notre réalité. Et ce sont les sentinelles face à cet extraordinaire. J'ai voulu
leur donner la parole dans ce livre pour montrer que il y a des outils qui permettent de travailler sur ce bizarre. On ne perd pas pied quand on accorde de l'attention à cet extraordinaire. On ne valide pas le délire d'impatience si on l'écoute. Il y a des outils qui permettent d'accueillir et avec bienveillance. Et je trouve que c'est particulièrement nécessaire dans notre société qui a tendance à tout rejeter en bloc de ce qui sort de l'ordinaire. Donc, un des aspects que tu viens de décrire de la singularité du livre, c'est de prendre tous les phénomènes un peu extraordinaires, peut-être on pourrait rapidement décrire tous ces phénomènes extraordinaires, de les prendre à partir de l'expérience d'un psychiatre qui, comme tu l'as dit, n'est pas là pour juger d'abord, mais pour écouter et voir si c'est bénéfique ou pas aux patients. Et ça, au fond, qui est peut-être l'intérêt, c'est que tout psychiatre, qu'il soit familier ou pas, et c'est ça l'intérêt du livre, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont pas familiers, mais ils sont, par leur métier, ils vont être amenés à voir si c'est bénéfique pour la personne ou pas, et voir que des fois, des phénomènes extraordinaires peuvent être bénéfiques pour la personne. C'est un peu ça, disons, le changement de paradigme. Parce que nous, on est tous dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Et la question que disent les psychiatres, peut-être la question première, c'est est-ce que ça va aider la personne ou est-ce que ça ne l'aide pas? Et on n'est pas là, nous, pour dire si c'est vrai ou pas. On est là pour voir si c'est bénéfique ou si, au contraire, ça la coupe des autres, ça la coupe de ses relations, ou au contraire, ça l'aide à surmonter son deuil. C'est un peu ça, non? C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, les premiers entretiens, quand je suis allé voir Cyrulnik, Christophe André, tous ces grands noms de la psy en France, j'avais une question très journalistique et très basique. Est-ce que vous avez déjà été confronté à de l'extraordinaire? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez appris? Est-ce que pour vous, ce sont des expériences réelles? Comment vous dissociez le réel de l'imaginaire? Et tous m'ont répondu, mais ce n'est pas une question qu'on se pose. Moi, j'essaie, exactement ce que tu viens de dire, j'essaie d'identifier si chez mon patient il y a de la souffrance ou il n'y en a pas. Quelle que soit l'expérience qu'il me raconte, que ça soit extraordinaire ou que ça soit ordinaire, est-ce qu'il souffre ou est-ce qu'il ne souffre pas? S'il souffre, il faut que je réponde à cette souffrance. S'il ne souffre pas, pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Comment je peux éventuellement l'aider? Ensuite, c'est vrai que quand on est confronté à des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, il est peut-être nécessaire, et c'est aussi l'utilité de ce livre, je pense, de connaître les outils cliniques qui ont été développés par des gens qui ont acquis plus d'expérience dans l'accompagnement de ce type de phénomène, comme les expériences de mort imminente, par exemple. Des gens qui, pendant une opération, pendant un arrêt cardiaque, un accident, ou dans d'autres circonstances moins dramatiques, vivent une expérience psychospirituelle extrêmement intense, où ils ont l'impression de sortir de leur corps, de voir un tunnel, de la lumière. Enfin, on est maintenant assez familier de ce type d'expérience. Dans notre perception auprès du grand public, on a l'impression que c'est assez cool en fait de vivre une EMI. C'est bien, c'est la lumière, c'est le bonheur. Mais en fait, c'est pas si cool que ça. Ça peut être, comme je pense une expérience d'extase que tu vas vivre en méditation, ça peut être cool sur l'instant, mais ça peut être très compliqué à intégrer par la suite parce qu'on vit pas dans un monde, pardon, où cette expérience, elle peut avoir une traduction au quotidien. Donc, même les EMI qui, a priori, sont des expériences qui vont, pour une catégorie, hein, il y en a qui sont difficiles à vivre en elles-mêmes, mais pour celles qui sont agréables sur le moment ou transcendantes sur le moment, ça peut être compliqué de l'intégrer au quotidien. Il y a Bruce Greyson, parmi les intervenants, qui est psychiatre, qui est un des premiers, dès les années 70, milieu des années 70, à avoir étudié ces expériences. Et il me rapportait un cas d'un jeune garçon qui a vécu une EMI après avoir été foudroyé. Il a pris la foudre. Donc il a fait un arrêt cardiaque, il a vécu cette EMI, il est revenu. Et pendant l'EMI, comme sans doute tu dois peut-être avoir des expériences comme ça en méditation, et il a eu l'impression d'être connecté à l'ensemble de la connaissance de l'univers, et il a eu l'impression qu'on lui donnait l'explication sur le sens de sa vie et sur ce qu'il devait faire dans son existence, comme si sa grande mission de vie lui était livrée. Et il revient, et il a tout oublié. Et ça, c'est dramatique. C'est comme si tu as l'impression d'avoir eu le cadeau de l'existence formidable, comme ça entre les mains, et tu reviens et ça t'échappe. Exactement comme si tu fais un rêve le plus beau de ta vie, et en sortant de ton lit, à peine, ça y est, il a déjà disparu. Et cet homme, ce garçon, malgré son expérience d'une grande puissance, ça se traduit dans les semaines et les mois qui suivent par de la souffrance. Ce qui le conduit à consulter Bruce Greyson, je crois que c'est ses parents qui l'aiguillent, et Bruce va travailler avec lui, pas complètement sur le cœur de l'expérience elle-même, mais sur l'aide pour que ce garçon trouve le moyen d'intégrer ce mystère, cette transcendance qu'il a connue, dans une existence, je dirais, normale. Parce que ce garçon, au fond, il ne supporte pas non plus, en revenant,
le jeu social, la médiocrité, ce qui était avant sa vie, et il a envie de retrouver quelque chose D'essentiel. d'essentiel. Et au fond, quand même, beaucoup de gens, c'est vrai que le livre sera parlant pour plein de gens, même si les gens n'ont pas vécu des choses aussi, le sentiment qu'il y a un sens de connexion plus profond qui nous fait défaut est un peu au cœur du livre, et c'est derrière, et c'est un peu ça qui peut parler à tout le monde, comment trouver place dans le monde, tout en gardant cette dimension spirituelle, d'ouverture, d'amour. Exactement, exactement, parce que dans les, dans les catégorisations d'expériences extraordinaires, il y a donc les EMI, expériences de mort imminente, il y a les expériences psychospirituelles qui débouchent après sur des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire la capacité tout d'un coup d'avoir un rêve prémonitoire ou de pressentir que Tati Michel va mourir, de, d'avoir une forme d'hypersensibilité qui se développe, qui handicape la vie sociale. Par exemple, quand tu as l'impression de percevoir la réalité des gens et que tu es confronté à un autre monde où les gens sont dans la dissimulation, le mensonge, la tactique, ça peut être très, 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 très compliqué de vivre ça au quotidien, d'avoir l'impression de voir les gens en transparence et de voir aussi leurs propres mensonges. Donc ce type d'accroissement de la sensibilité extrasensorielle fait partie des expériences extraordinaires qui conduisent beaucoup de gens à consulter parce que c'est très dur à vivre. Et quand tu pousses ça à l'extrême, ça devient même impossible à vivre. Il y a un psychanalyste, un psychiatre psychanalyste, Jean Sandretto, qui me dit dans l'entretien que la souffrance des personnes qui sont, elles, dans une pathologie avérée, schizophrène ou autre, est 1000 fois plus intense que celle d'un grand accidenté qui arrive aux urgences après avoir été désincarcéré de sa voiture. Donc, je ne suis pas en train non plus de, comment dirais-je, d'embellir le côté extraordinaire. Je pense que, et c'est aussi un enseignement de ces entretiens, l'extraordinaire est une forme d'hypersensibilité qui reste plus ou moins gérable par l'individu, mais qui parfois va peut-être aussi le déstabiliser sa relation sociale, déstabiliser son mode de fonctionnement. Et dans ce sens, un simple accueil, une simple écoute, sans jugement, va déjà désamorcer une tension intérieure. John Mack, à propos des enlèvements extraterrestres, parlait du choc ontologique que représente le fait de vivre une expérience qui est absolument impossible. Et au-delà de l'expérience en elle-même, John voyait vraiment la conséquence de ce choc chez ses patients qui, en plus d'avoir vécu une expérience impossible, euh, savaient que c'était impossible dans leur vie quotidienne et donc devaient lutter à l'intérieur d'eux avec cette espèce de paradoxe. Mais ça, je l'ai vu chez des gens en deuil. J'ai vu des gens en deuil euh, ayant vécu ce qu'on appelle des VSCD, un autre type d'expérience, c'est-à-dire vécu subjectif de contact avec un défunt. Plus de 50% des gens qui sont en deuil vivent ce type d'expérience, c'est-à-dire la sensation de présence du défunt, un signe plus ou moins intrigant et plus ou moins synchronistique avec notre vie, jusqu'à des apparitions. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine. Et ça, quand l'expérience est intense, donc elle a vraiment un caractère de réalité fort, elle provoque ce vrai choc à l'intérieur de la personne parce qu'il y a une partie de toi qui sait que c'est pas possible, enfin qui a été éduquée toute ta vie en te disant bah, c'est pas possible. Mon fils est mort il y a 10 jours, je ne peux pas le voir dans ma chambre cette nuit. Et une autre partie de toi qui te dit mais c'est tellement réel, j'ai tellement ce sentiment d'authenticité de l'expérience que c'est vrai. Au-delà même du désir d'une maman en deuil, par exemple, de voir son fils, ça dépasse de très très loin l'espèce de projection ou de désir. C'est vraiment une intensité de réalité. Donc en nous occidentaux, on a, quand on vit ce type d'expérience, une bataille intérieure qui peut être vraiment non seulement déstabilisante, mais destructrice, parce qu'on lutte entre nous-mêmes, on lutte entre ce qu'on ressent d'authentique, de ce que l'on pense d'être possible ou pas. Et c'est aussi pour ça je me souviens d'une maman qui avait perdu son fils dans des circonstances dramatiques et qui vivait vraiment ce tiraillement intérieur. Son psy lui a apporté une aide considérable, non pas en lui disant il y a une vie après la mort ou je ne sais quoi, en lui disant vous n'êtes pas toute seule. Je connais plein d'autres gens qui ont vécu les mêmes choses, je ne peux pas vous l'expliquer, parlez-moi. Voilà. Rien que ça fait déjà, c'est déjà une ressource extraordinaire. Peut-être on pourrait parler pour montrer un des visages de l'expérience extraordinaire
C'est ce que raconte Boris Cyrulnik sur l'intelligence un peu préverbale qu'il a eue enfant et qui lui a sauvé la vie. Si tu Oui, peux... effectivement, il s'en est livré dans un livre il y a quelques années de ça. Il en parle Euh, très bien dans l'entretien que vous avez oui, ensemble. bah, effectivement, il a été pendant la Seconde Guerre mondiale, regroupé avec d'autres enfants dans une maison. Il sentait que c'était dangereux, sans savoir pourquoi. Il a 6 ans hein, à l'époque, Il a donc 6 ans, ils vont tous les déporter. Il est rassemblé pour les déporter. mais ça, il ne le sait pas, lui, il ignore. Ça, il l'ignore. Il voit juste que la dame qui s'occupe d'eux a l'air en apparence gentille, elle leur donne tous du lait concentré Nestlé. Et ça, Boris dit, c'est une pépite pour un enfant, le lait concentré et sucré, c'est magnifique. Mais il sent qu'il y a un danger. Donc malgré son envie du lait et le caractère a priori pas dangereux de l'endroit, il sait qu'il faut foutre le camp. Et il s'échappe. Et effectivement, tous les enfants qui sont restés ont été déportés et aucun n'est revenu. Et cette espèce, lui, il appelle pas ça de l'intuition, il appelle ça de l'intelligence préverbale, mais en même temps, c'est un peu la même chose, si on en croit la définition de l'intuition. Intelligence non raisonnée, enfin information non raisonnée. Euh, Sa vie a été sauvée par ça. Sa vie a été sauvée par ça. Et c'est voilà où ça peut être une ressource. Qu'est-ce qui l'a prévenu que c'était dangereux? Alors on peut essayer de chercher plein d'explications dans la psychologie cognitive, dans peut-être qu'il y avait des signaux inconscients envoyés par cette dame qui était très menaçant malgré son visage en apparence pas dangereux. À la limite, peu importe les explications, parce que dans le cadre de Boris, effectivement, on ne peut pas mettre cette expérience en laboratoire pour savoir quels sont les éléments qui auraient pu lui permettre d'avoir cette compréhension préverbale et ce qui le pousse à 6 ans à s'enfuir. Enfin, il faut avoir une force de conviction pour le faire. Euh, voilà le type d'expérience qu'on vit presque tous, enfin Dieu merci pas au quotidien dans ce cas-là précis, mais on a tous des moments d'intuition, on a tous des moments où on se dit il faut pas que j'aille là, hein, il faut pas que j'entre là, hein, il faut pas que je prenne la voiture, il faut que je prenne mon parapluie, tiens pourtant il fait grand soleil. On a tous ces moments-là et on passe notre existence à le taire. Donc il y a toutes ces expériences extraordinaires qui sont constatées par les psys, parce que les gens ont besoin d'aller en parler un moment, mais il y a toutes celles qui n'ont même pas besoin d'être exprimées et que l'on vit au quotidien. Combien de rêves prémonitoires j'ai recueillis en témoignage? C'est euh, c'est faramineux en fait. Moi, si tu veux, depuis 20 ans que je m'intéresse à ces phénomènes, j'ai vraiment le sentiment que euh, c'est là, tout autour de nous, et que par un certain nombre de mécanismes culturels, comportementaux, chacun de nous le tait. Chacun de nous le tait, personne n'en parle, sauf quand ça pose des réels problèmes. Mais sinon, on n'en parle pas, même au sein d'un couple. Euh, la femme va pouvoir vivre quelque chose de bizarre, mais elle va pas oser en parler à son mari. Et donc, on vit dans une société en fait qui s'auto-censure en permanence. Et c'est d'ailleurs aussi un peu pour moi l'objet final de ce livre, c'est de dire il serait peut-être temps de l'afficher, que pas forcément qu'on comprend quelque chose ou qu'on y connaît quelque chose, mais d'afficher que ça nous intéresse, d'afficher qu'on est ouvert. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin du livre, je propose à tout le monde d'afficher sur ses réseaux le hashtag j'accueille l'extraordinaire, plus spécifiquement pour les psys, parce que je pense qu'il y a énormément de psys que ça intéresse, qui ne se sentent pas forcément experts, mais peu importe, au moins que ça intéresse. Et il y a énormément de patients qui, dans des moments de détresse, auraient besoin de savoir que leurs psys vont pouvoir parler d'un truc bizarre pendant un deuil ou d'autre chose. Donc si chaque psy que ça intéresse met sur son profil professionnel le hashtag j'accueille l'extraordinaire, comme il indique qu'il a été formé à telle ou telle pratique, ça pourra au moins permettre aux patients qui sont dans le besoin de se dire ah bah tiens, ce psy-là, il accueille l'extraordinaire, donc je vais y aller parce que j'ai envie de lui dire deux, trois trucs étranges. Il y a combien d'entretiens dans le livre? Il y en a 21. Donc, dans les 20 entretiens, donc on a une partie qui témoigne de la manière dont ils écoutent et voir comment ça peut aider le patient. Il y a une partie qui réfléchissent à la manière dont ça remet en question une certaine vision un peu matérialiste de la réalité et du soin. Ce qui est intéressant, c'est que certains montrent qu'aujourd'hui, il y a une tendance d'avoir un rapport très matérialiste aux maladies psychiques, avec une maladie, donc un symptôme et un médicament, et il y a quelque chose de la subjectivité de la personne qui n'est pas entendue.
Donc c'est intéressant de voir comment ça s'articule et que l'écoute de l'extraordinaire, c'est aussi l'écoute de la subjectivité de l'individu. Moi, j'ai vraiment voulu présenter dans ces entretiens la grande variété de la relation à l'extraordinaire. Donc effectivement, il y a certains psys, comme Philippe Grimbert, par exemple, qui, lui, dans sa vie personnelle, il est psychanalyste. Euh, Son histoire est racontée dans un film avec Patrick Bruel et Cécile de France, je crois, qui s'appelle Un secret. Il a été conçu après la guerre et il avait un demi-frère qui a été déporté avec sa maman, chose qu'il ignorait. Et la chose curieuse, c'est que toute son enfance, il a vécu avec un ami imaginaire qui portait le même nom que son demi-frère, sans qu'on lui ait jamais dit, et même sans que l'existence de ce demi-frère et de cette première femme de son papa ait été mentionnée dans la famille. Alors, on pourra objectiver, et lui-même le dit, peut-être qu'effectivement, un jour, j'ai surpris sans me rendre compte une conversation. Mais le fait est qu'il y avait ce secret de famille dont il était porteur. Et en tant que psychanalyste, il a vraiment été attentif à ces mécanismes-là. Et voilà, donc il y a des gens comme Philippe Grimbert, comme Christophe André, qui, lui, en méditation, à plusieurs reprises vécu des expériences lui-même de dissolution de l'ego un peu incompréhensibles selon les schémas de notre société matérialiste, ou comme voilà, Boris Cyrulnik. Et puis, comme tu le dis, il y en a d'autres qui ont eu le désir d'explorer un peu plus profondément ces expériences-là. Je pense à Toby Nathan, qui... Oui, moi je voulais par exemple parler de ce que dit Édouard Collot. L'homme appréhendé comme une machine fait disparaître l'être subjectif. La réponse est la chimie, sans prise de considération de la subjectivité et de la relativité de la normalité. Et je trouve que c'est intéressant, la dimension presque sociale de ton livre, par rapport à, au fond, refuser l'extraordinaire, refuser de remettre en question les choses. Il y a une certaine vision qui a l'air scientifique et qui est au fond extrêmement normative et qui débouche sur la disparition de la psychiatrie, de la psychologie pour une sorte de chimiatrie. Et je trouve que c'est quand même un des axes du livre, ou cette remarque de Charles Tart qui dit quelque chose en nous est spirituel, mais nous vivons dans un monde où le matérialisme est la philosophie dominante, dans la science, dans le commerce, dans bien des domaines, et son message est le suivant: la spiritualité est une absurdité, ce n'est qu'un amas de superstitions pathologiques, l'esprit n'est rien de plus qu'un cerveau. Mais dans ce monde matérialiste, il y a certains domaines qui est tellement en confrontation directe avec l'immatériel et la dimension spirituelle, appelons-la comme ça, que on y trouve plus de personnes, à mon sens, qui vont faire la démarche de se jeter dedans. Les physiciens, c'est vraiment des gens qui sont au contact direct de l'inconnaissabilité de la réalité ultime des choses. Donc, tu en as plein qui s'en fichent, mais t'en as quelques-uns qui se disent, mais waouh, c'est quand même vertigineux. Puis la question, la question derrière matérialiste, c'est la question de la réduction aussi, enfin si on élargit, c'est la question que la nature, c'est mort, c'est pas vivant, que les animaux sont pas vraiment vivants, qui explique voilà comment on traite les animaux aujourd'hui, comment on traite la nature. Donc on voit bien aussi à tous les niveaux la limite de ce point de vue matérialiste, mécanique, parce qu'en termes matérialistes, il faut vraiment préciser, c'est mécanique, c'est de tout ramener à des procédés physico-chimiques, et donc c'est la négation au fond de la singularité, de la subjectivité humaine, mais aussi de la nature, mais aussi des animaux, mais aussi... Exactement, quand a priori l'être humain est une machine, effectivement on la répare, on lui donne des substances ou on change des pièces pour qu'il fonctionne mieux. Et c'est là où justement, moi, je ne suis pas angélique, je ne suis pas en train de dire que tous les psys sont géniaux hein, ou que tous les psys sont nuls, mais j'ai trouvé parmi les psys, et je parle vraiment de centaines de personnes que j'ai pu être amené à côtoyer depuis 20 ans, j'ai trouvé des gens qui avaient les outils pour s'ouvrir. Ils ont la confrontation au réel qui leur permet de s'ouvrir. J'ai rencontré un nombre incalculable de psys travaillant dans une unité de psychiatrie lourde, hein, avec des gens très, très, très en souffrance. Je me souviens d'un psy qui me dit, chaque lundi matin, quand je revenais à l'hôpital, j'avais un patient schizophrène qui me disait exactement ce que j'avais fait tout le week-end avec ma femme. Comme s'il avait été une petite mouche qui me volait au-dessus. Et il me dit, et des gens atteints de schizophrénie lourde qui manifestement semblent développer des capacités de perception extrasensorielle, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement commun. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça en tant que psy? Tu te dis, bon, je m'en fous,
effectivement, il y en a plein qui s'en foutent. Ça, je trouve ça aberrant. Enfin, pour l'être humain que je suis, je trouve ça incompréhensible. Mais tu en as plein qui se disent, c'est curieux quand même, c'est bizarre. Et moi, je suis enthousiasmé du nombre de psys que j'ai rencontrés qui se sont dit, c'est bizarre, c'est curieux, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Et dans cette démarche d'ouverture, voilà, il y a des gens dans le livre comme Stanislav Grof, Toby Nathan, Charles Tart, qui eux sont allés plus loin depuis des décennies et ont accumulé une masse de connaissances, d'expériences qui leur donne une expertise justement pour parler de cet extraordinaire, de cette reliance avec notre part spirituelle, et il l'assume et il l'expose, et c'est vertigineux ce qu'il partage. Et alors là, ce que je trouve intéressant dans ce troisième cas de figure, disons, dans ma classification, disons, c'est que pour eux, s'ouvrir à toute cette dimension, ça redéfinit le sens de ce que c'est une thérapie, et que je trouve que ce que dit Grof est très éclairant. Il dit qu'il y a deux approches de la psychiatrie. Une manière qu'il appelle covering, c'est le contrôle des symptômes, qu'on confond avec la guérison, et l'autre, c'est ce qu'il appelle uncovering, aller au cœur des choses. Nombre de psychiatres pensent qu'il faut empêcher la manifestation des symptômes. Ma philosophie consiste à travailler avec ces symptômes. Il s'agit d'aller au plus profond pour s'en libérer. Et ça, on peut dire que c'est un peu le point commun aussi avec Toby Nathan et tous ceux qui vont essayer de travailler, au fond un des fils du livre, c'est comment on peut travailler avec nos difficultés en les rencontrant pour les transformer. Et que s'ouvrir à l'extraordinaire, c'est avoir moins peur, disons, pour parler comme Jung, de l'ombre ou de ce qui nous échappe. Et c'est aussi, voilà, je pense que ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec mon analyse, mais c'est une des leçons qu'on tire du livre. Pour moi, c'est une évidence. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que là, je crois que ma femme, Natacha Calestrémé, l'a même dit face à toi également. Je pense que au-delà de la psychiatrie, même notre médecine s'intéresse, pour une part, la médecine matérialiste s'intéresse aux symptômes et à éteindre le signal d'alerte. Mais c'est un peu comme si, quand on a un voyant lumineux dans notre voiture qui s'allume, qui nous dit qu'on n'a plus d'huile, on essaye vite de casser le voyant pour réparer le symptôme, sans s'occuper du fait que c'est plutôt l'huile qu'il faut remettre dans la voiture. Et, euh, et c'est, je pense, ce que veut dire Stan Grof dans cet exemple-là. Si on ne s'occupe que des symptômes, ben, ils vont revenir à un autre endroit. Ça va repartir, ça va ressortir. Et je me souviens d'une expérience que m'avait racontée Stan Grof, justement, qui m'avait impressionné. Une patiente lui avait été adressée, parce que c'était une patiente qui montrait tous les signes de possession. Enfin, elle était dans une hystérie, vraiment comme dans le film L'Exorcisme. Euh, et comme Stan travaillait à cette époque-là avec notamment des psychédéliques pour faire des accompagnements sur des thérapies un peu compliquées, des confrères lui avaient adressé cette femme. Donc il commence un travail en groupe avec elle, ils sont plusieurs psys autour d'elle. Là, on est dans l'horreur, on est dans le film horreur. Et ils essayent de se battre contre elle, c'est-à-dire ils essaient de la contenir, de la ramener, et ça marche pas, et c'est de pire en pire. Et au bout d'un moment, Stan me dit, bah, finalement, je me suis mis en méditation, je me suis mis face à elle, et j'ai commencé à essayer de me connecter à l'amour, de me mettre, alors tu pourrais peut-être toi mettre les termes plus précis sur ce qu'il a fait, et, euh, et tout d'un coup, la colère, la haine, la fureur s'est éteinte chez cette femme, et elle s'est mise en résonance avec l'égrégore qui avait été monté par ces psychiatres. Donc effectivement, un psychiatre qui, pour soigner un patient, se met à méditer lui-même, c'est peut-être pas habituel, mais C'est aussi un peu Toby Nathan, c'est aussi l'idée, voilà, de prendre au sérieux le symptôme, essayer de l'explorer, essayer de le comprendre, plutôt que de juste vouloir le supprimer de l'extérieur, comprendre son sens, d'où il vient, et quel potentiel il peut aussi avoir. Là, dans le cadre de la femme, il n'y avait pas de potentiel, mais des fois, dans un symptôme, le symptôme est là pour nous dire quelque chose, et c'est comme ça qu'il peut se transformer. bah, ça va même plus loin. Il cite, alors je ne sais plus quel anthropologue cite Toby à un moment, mais il cite quelqu'un qui dit que, notamment en Afrique, on voit vraiment que la folie est un processus collectif. La folie, on ne peut pas être fou tout seul. Et il cite le cas d'un patient qu'ils avaient suivi dans un village Ouais, où, c'est très impressionnant. où le patient était vraiment fou, alors je ne sais plus quelle pathologie particulière. Ils prennent soin de lui, pas avec la psychiatrie conventionnelle, mais avec le sorcier et le dispositif thérapeutique culturel local, prend soin du patient, il va mieux, sauf qu'il y a quelqu'un d'autre dans le village qui prend les symptômes et qui devient fou à sa place. C'est comme si
là, la transmission du symptôme était carrément évidente. On l'a fait disparaître chez quelqu'un, mais il ne disparaît pas, il est là, il est encore quelque part. Et c'est un peu ce qui se passe dans nos maladies ou dans nos pathologies. Quand on essaye d'écraser ce symptôme qui se manifeste, il ressort. Moi, j'ai eu l'occasion je pense devant toi, de parler à l'occasion de mon livre Nos âmes oubliées, de la pathologie auto-immune que j'ai développée il y a une dizaine d'années, suite aux abus que j'ai vécus dans mon enfance. J'ignorais la liaison entre les deux. Le symptôme qui était mon problème inflammatoire récurrent, il a disparu. Il a disparu depuis 2 ans maintenant, à partir du moment où j'ai compris ce qui lui avait donné vie. Et d'une manière un petit peu réductrice, je me dis que mon corps hurlait quelque chose, et à force de l'hurler, c'est devenu physique. Et quand j'ai enfin entendu le hurlement et compris sa source, bah, il n'a plus besoin de hurler, c'est fini. Je ne veux pas réduire toutes les maladies à une espèce de magie comme ça, mais il y a évidemment un sens profond aux pathologies, qu'elles soient psychiques ou physiques, que l'on développe. Il y a une origine, et, et quand elle est installée dans le physique, il faut absolument suivre le processus physique pour attaquer la problématique. Mais si on le fait sans s'intéresser aussi à la chose sous-jacente au fond de nous, euh, on prend le risque de ne pas s'en débarrasser ou de voir réapparaître le symptôme à un moment ou à un autre. Et le dernier point que j'ai relevé, c'est l'expérience, disons, que souvent les chocs avec l'extraordinaire débouchent sur une expérience, disons, d'amour profonde. Au fond, c'est souvent ça qui a lieu. Et je voulais finir sur la lecture d'un des éléments de dialogue que tu as avec Guylaine Bourgogne. J'ai perçu, donc elle fait une expérience très forte et qui la surprend, et voilà ce qu'elle écrit. J'ai perçu que le seul obstacle à notre bonheur est cette saisie constante que nous opérons pour nous réapproprier nos sensations, nos pensées et nos émotions, comme si cela c'était nous. Il m'a été montré que connaissance et amour ne font qu'un. Je perçois, je vois, je comprends de tout mon être que tout ce que nous cherchons en termes de vie, de libération, d'amour existe vraiment. La vie n'a pas de limite, elle ne s'arrête pas. Et là, je trouve que c'est, au fond, beaucoup de fois, il y a un aperçu dans beaucoup d'expériences extraordinaires, disons, de cette vérité. Les gens sentent une expérience d'amour ou de lien ou de quelque chose de plus grand qu'eux, qui transforme, au fond, leur existence. Et au fond, ton livre, c'est d'essayer d'apprendre à se relier à ça, à faire la paix avec ça. Et comme tu le soulignes, souvent, cette expérience d'amour très profonde, elle panique, on ne la comprend pas, on ne la voit pas, et on manque une chance d'une forme de transformation. Et souvent, ces expériences, elles sont plus simples qu'on ne peut le croire. Là, c'est un peu grand, mais souvent, on a tous vécu de ces moments profonds d'amour, d'ouverture, de quelque chose qui nous est donné. Et au fond, c'est de retrouver ça qui est peut-être ce qui meut tous ces gens, tous ces psychiatres à écouter, et tous ces patients à leur parler de cet appel qu'ils ont. Pour moi, c'est vraiment évident. Je pense que ce que l'on appelle l'extraordinaire, je vais être un peu réducteur, mais je pense que c'est l'éclat d'une réalité plus vaste qu'on oublie et qu'on ne connaît pas et auquel on n'accède jamais. Donc ces éclats, parfois, ils sont douloureux, parfois, ils font très très peur, mais cette peur, cette douleur, cette confusion, elle ne naît pas du phénomène lui-même, elle naît de notre aveuglement, elle naît de notre emprisonnement dans notre costume de chair et d'os. La peur qui peut accompagner un certain nombre de ces phénomènes, elle se dissout très très vite. Et Guylaine Bourgogne, pour en revenir à elle, c'est une psychanalyste qui est assez extraordinaire par son parcours. C'était une jeune femme qui, adolescente, a commencé à avoir des perceptions extrasensorielles très intenses, très fortes. Ça l'a amenée à vouloir devenir voyante. Enfin, pas tant qu'elle voulait devenir voyante, mais elle a été amenée par les circonstances à conseiller, à aider des gens. Mais en même temps, elle s'est dit, mais comment je peux prendre moi la responsabilité de dire des trucs? J'ai besoin d'avoir un peu de pensée derrière, j'ai besoin d'intégrer ça dans quelque chose. Je ne veux pas juste être Madame Irma. Et elle est d'une intelligence et d'une subtilité formidable. Elle l'a amenée à vouloir faire de la psychanalyse, à être formée comme psychanalyste. Donc à Lyon, quand elle a candidaté pour entrer dans le séminaire de psychanalyse, ils ont ouvert les yeux ronds quand ils ont vu son cursus. Mais à force de volonté, elle s'est quand même intégrée dedans. Et
Ensuite, elle s'est tournée vers le chamanisme et les états modifiés de conscience qui lui ont permis, et c'est de ça dont elle parle dans le livre, c'est lors d'une expérience chamanique très intense qu'elle a eu cette connexion avec tout d'un coup toute la lumière. Toute la lumière, et tu t'es suffisamment débarrassée, notamment par son travail psychanalytique antérieur, elle s'est débarrassée des zones où la peur pouvait s'accrocher. Et là, tu es dans une relation, oui, une relation avec je ne sais pas comment l'appeler, la lumière. Euh, j'ai j'ai- j'ai vraiment ce sentiment, alors ça c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, peut-être que je suis un doux rêveur, j'en sais rien, mais j'ai vraiment le sentiment que euh, l'amour, l'harmonie, la bienveillance, c'est la nature ultime de notre réalité. Pas la nôtre, nous, mais la réalité ultime de la réalité, je ne sais pas comment formuler ça. Et que la peur, la confusion, la colère, les guerres, tout ça ne sont que des contre-coups, des conséquences de notre confusion, de notre manque de vision, de notre aveuglement en fait dans cette réalité et ces jeux de matière, de causalité. Et, et que l'extraordinaire, c'est à un moment de notre vie notre âme, notre dimension plus profonde qui vient nous taper sur l'épaule pour nous dire hey, t'es pas juste un sac d'os, il y a autre chose. Et les expériences de mort imminente, souvent, elles s'inscrivent dans des parcours de vie presque comme des moments d'une expérience intense psychospirituelle qui recadre l'existence. C'est pas une baguette magique, tu vis une expérience de mort imminente et tout d'un coup, tu es parti sur le chemin de Bouddha. C'est à un moment où tu te dis, hé, oublie pas la lumière. Donc tu peux passer à côté, tu peux dire, bon, la lumière, je m'en fous, je continue, j'ai un bon boulot. Mais tu peux aussi te dire, bon, ok, effectivement, je vais... C'est un peu ce qu'a constitué pour moi la mort de mon frère, d'une certaine manière. J'ai, je vis une adolescence avec plein de questionnements existentiels, j'ai des aspirations énormes, je veux mettre du sang sur ce monde, mais bon, il faut aussi que je fasse ma vie, donc je rentre dans la vie active, en plus je veux devenir reporter, donc ça me demande une application totale, donc dans ces années, bah, finalement, j'oublie mes intérêts pour tout ce qui est spirituel, et puis en plus, la confrontation avec la guerre, avec le monde, me fait dire que toutes mes aspirations spirituelles, c'est vraiment un luxe de bourgeois préservé des difficultés du monde. Et puis, paf, à 33 ans, mon frère en a 30, il meurt, et la mort revient dans ma vie euh, comme un, euh, comme un rappel d'une certaine manière. C'est l'effet que ça va avoir sur moi. Mon frère n'est pas mort pour une raison ou une autre. Il n'y a pas un dessein divin, j'en sais rien. Mais l'effet que ça a eu sur moi, c'est de me rappeler que finalement, euh, bah, on n'est pas juste cette dépouille dont la vie a été extraite. On est autre chose. Il faut que je retrouve l'accès. Et maintenant, je ne dois faire que ça. Je ne dois faire que ça. Donc je pense que ces expériences, elles s'inscrivent aussi enfin, elles s'inscrivent. Elles ont peut-être cette signification et elles peuvent être utilisées comme ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, des gens comme Stan Grof ou plein d'autres dans la psychothérapie transpersonnelle et plein d'autres écoles euh, intègrent cet extraordinaire, intègrent la dimension spirituelle dans des processus thérapeutiques parce que ça peut constituer des ressources formidables. Euh, Il y a un livre que tu connais peut-être de John Wellwood qui s'appelle Pour une psychologie de l'éveil, que je trouve extraordinaire, où il explique, étant psychologue et étant aussi méditant, euh, il explique qu'en substance, vous pouvez méditer toute votre vie, mais si vous vous occupez pas de faire un peu de psychothérapie pour nettoyer votre intérieur, après 30 ans de méditation, vous vivez un petit drame, tout va s'écrouler. Et à l'inverse, vous pouvez aussi prendre soin de vous, suivre toutes les psychothérapies que vous voulez et faire vraiment une psychanalyse très très longue. Si vous oubliez cette reconnexion avec votre dimension spirituelle, à un moment, va y avoir aussi quelque chose qui va buter. Il faut essayer de marier les deux. Nous sommes des êtres névrosés, mais qui recouvrons une âme et un être spirituel. Donc il faut, je pense, dans notre existence, tenir compte de ces deux composantes qui nous constituent. Ne pas privilégier l'une pour l'autre, ne pas C'est essayer clair, d'être un ange, mais ne pas non plus essayer d'être absolument parfait. Et ça, il faut c'est cesser clair, d'être parfait, je crois. c'est clair. Puis je suis content que tu parles de ça, puisque c'est vraiment, John Wellwood, c'est la même formation de méditation que moi. C'est l'idée que méditer, ça ne devrait pas être vivre des expériences abstraites, mais se confronter à notre existence, que ce soit l'occasion de traverser nos difficultés et de les transformer. Donc c'est vraiment un rapport à la méditation qui est moins connu aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, méditer, pour les gens, c'est surtout se calmer. Et lui, il essaie de défendre, au contraire, et je me situe tout à fait dans cette lignée, d'une méditation qui nous permet, au contraire,
à la fois de garder le rapport à l'amour le plus ultime, mais de nous aider concrètement dans toutes les Mmh. difficultés de notre vie pour les regarder avec douceur, courage et voilà, pour les transformer. Ben, merci beaucoup, merci et Mais pour c'est ce moi. parcours qui, j'espère, donnera beaucoup d'allant à tout le monde. Merci. Merci à toi et si je peux juste Hmm. réinsister sur «J'accueille l'extraordinaire», je j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient psy ou pas psy du tout, à l'indiquer. J'ai le souvenir d'une personne que j'ai rencontrée qui avait perdu un enfant et qui, en allant voir son psy, a voulu partager, une expérience un peu étrange qu'il avait vécue. Il n'était pas en demande de croyance, il était rien en demande, juste l'envie de partager un peu cette expérience et le psychiatre lui a juste dit, ignorant complètement ces phénomènes, lui a juste dit: «Bon, écoutez, si ça vous fait du bien». Et ça a été ça a compliqué un petit peu le processus de deuil, alors que ça aurait pu l'aider. Et je pense que si vous êtes psy, si ça vous intéresse, même si vous y connaissez rien, mais au moins vous avez une ouverture d'esprit à ces phénomènes, si vous indiquez ça, ça va être une référence et un signal très, très fort pour tous les gens qui seraient amenés à vous consulter et qui, sauront qu'avec vous, ils pourront peut-être sortir un tout petit peu d'un cadre pour exprimer des choses inexprimables dans notre monde. C'est précieux, je pense que c'est extrêmement utile. Et voilà, juste hashtag j'accueille l'extraordinaire, ça fera du bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je suis toujours heureux de lire vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager tous ces épisodes et de faire connaître ce travail. À très bientôt.